Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Comme d'habitude, je vais vous présenter mes dernières acquisitions, mais ça va plus loin que ça, je vais vous expliquer pas mal de choses dessus. Surtout que dans cette vidéo, j'ai pas énormément de choses à vous présenter, j'ai donc prendre mon temps pour développer et vous présenter chaque chose comme il se doit. On commence avec un PC portable Asus ROG que je suis vraiment très content de pouvoir vous présenter, étant donné que ce PC finalement ça a été mon compagnon pendant de nombreuses années, du moins un très similaire. En deuxième, une carte graphique Nvidia qui va être très sympa parce que je compte bien faire une vidéo avec cette carte-là, je vous en dirai plus tout à l'heure. En troisième, un PC Apple. Alors, il faut savoir que je suis pas du tout fan de la marque Apple, mais j'ai un projet tout particulier par rapport à ça, vous en saurez plus tout à l'heure. Et en dernier, un PC complet que j'ai vraiment eu pour une bouchée de pain, qui est vraiment pas terrible, mais que je compte vraiment restaurer. Et là aussi, ça pourrait faire une vidéo sympa à l'avenir. Bref, tout ça, ce sera juste après la sponsor. Vous venez d'acquérir un magnifique PC. Malheureusement, vous n'avez pas de système d'exploitation pour pouvoir en profiter pleinement. Même si les BIOS se sont beaucoup améliorés, et bien pouvoir uniquement accéder aux BIOS de son PC, c'est quand même pas l'éclate. Heureusement pour vous, le site CaseFan qui sponsorise cette vidéo a une solution pour vous. Le site vous propose d'acheter des versions OEM de Microsoft Windows ou encore du pack Office. En plus de ça, dans le cadre du partenariat, vous aurez droit à des codes de réduction. Par exemple, le code ALD50 vous permettra d'avoir 50% de réduction sur les systèmes d'exploitation tels que Windows 11 Pro par exemple. Et du côté du pack Office ou d'un bundle Windows plus pack Office, vous aurez droit avec le code ALD62 à 62% de réduction. Pour en profiter, c'est très simple. Au moment de l'achat de votre version de Windows ou encore de Microsoft Office, il vous suffit de rentrer le code promo dans l'espace prévu à cet effet, de valider et la réduction s'applique. Une fois que vous serez à l'étape de paiement, vous pourrez effectuer un paiement sécurisé, que ce soit par carte bancaire ou encore par PayPal. 5 à 10 minutes après le paiement, vous recevrez la clé CD de Windows ou encore du pack Office directement dans votre boîte mail. Si vous ne recevez rien, n'oubliez pas de vérifier dans les courriers indésirables. Et si vraiment il y a un souci, ne vous en faites pas, vous aurez accès à un service après-vente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui s'engage à vous rembourser, par exemple dans le cas d'une clé CD qui n'est pas valide. Si ça vous intéresse, vous trouverez tout ça dans la description. Merci au site CaseFan de sponsoriser la vidéo et la chaîne, et merci à vous aussi si vous faites un achat sur le site, car indirectement ça vous permet de soutenir la chaîne. On va commencer donc avec un PC portable, et pour la petite histoire, c'est un PC portable, du moins une série de PC portables que je cherchais à acquérir depuis longtemps, très longtemps même, étant donné qu'à l'époque j'en avais eu un qui était quasiment similaire à celui que je vais vous présenter. J'avais beaucoup apprécié ce PC portable, il m'avait accompagné pendant de nombreuses années et dans des conditions assez particulières. Mais bon, je vais d'abord vous le présenter et on va parler de ça par la suite. Il s'agit d'un PC portable Asus ROG, plus précisément de la série G74 datant de 2010. Concernant son processeur, on y trouve un Intel Core i7 2130QM en microarchitecture Sandy Bridge. Le tout gravé en 32 nanomètres, il s'agit d'un quad-core hyper-threadé, donc 8 threads, avec une fréquence de base à 2 GHz et pouvant aller avec le mode boost jusqu'à 2,9 GHz. Ce processeur, il est accompagné par 8 Go de DDR3 1600 mégatransferts par seconde, et pour ce qui est de la carte graphique, on y retrouve une Nvidia GeForce GTX 560M. Pour le reste, on a une connectique qui est vraiment plutôt complète pour cette époque-là. On a pas mal de ports USB, de l'USB 3, une sortie VGA, sortie HDMI, bref, il y a vraiment tout ce qu'il fallait pour l'époque. Et on retrouve aussi un lecteur Blu-ray, ce qui est plutôt pas mal aussi. On avait encore besoin des CD à ce moment-là. Concernant l'écran maintenant, eh bien, je dois raconter un petit peu ma vie. Cet ordi, je l'ai acheté sur Le Bon Coin à une personne qui visiblement ne savait pas vraiment ce qu'elle était en train de vendre. Elle n'a donc pas pu me renseigner concernant la version exacte de ce PC portable, et je l'ai donc acheté un petit peu à l'aveugle sans connaître réellement sa configuration interne ni l'écran. Et notamment au niveau de l'écran, j'espérais qu'il s'agissait d'un G74SX parce qu'il avait un excellent écran 1080p mais 120 Hz, qui était plutôt pas mal, et surtout qui permettait de faire de la 3D via le Nvidia 3D Vision. Malheureusement, au niveau de l'écran, eh bien, je dois avoir la pire version qui existait pour ce G74, à savoir l'écran 1400 par 900 en DAL TN 60 Hz,
qui est juste catastrophique. Il est vraiment très mauvais cet écran. Et en plus de ça, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais il y a des tâches qui sont directement à l'intérieur de la dalle, donc je peux pas les nettoyer. C'est vraiment pas agréable. Malgré tout, l'écran est parfaitement fonctionnel, donc je suis plutôt déçu à ce niveau-là, parce que j'avais pas pu l'allumer au moment de l'achat, étant donné que la batterie ne tient plus du tout. Et je pouvais pas m'en douter, parce que ce qui est vraiment frustrant en plus, même si c'est très positif, hein, j'en suis très content, c'est qu'il est extérieurement dans un état impeccable. Alors ça se voit qu'il est pas tout neuf, mais pour un PC qui a bientôt 15 ans, il est vraiment en excellent état. On va maintenant parler un petit peu de son châssis et de son design, hein. Il s'agit d'un laptop orienté gaming de l'époque, ça voulait dire pas mal de défauts finalement. Au niveau de son gabarit, il est vraiment très gros et il est surtout vraiment très lourd. On est plus sur un ordi que je qualifierais de transportable que portable. Et aussi au niveau de la finition, hein, même si à l'époque en 2010 c'était vraiment très correct, hein, c'était plutôt dans le haut du panier à ce niveau-là, et bien par rapport à ce que l'on fait de nos jours, c'est pas top, hein, c'est beaucoup de plastique, on n'a pas de matériaux particulièrement nobles sur ce châssis. Ce qui est plutôt positif en tout cas, c'est au niveau du clavier, on a un clavier qui est super agréable à l'utilisation, c'est assez surprenant, et aussi c'est un clavier qui est rétro-éclairé, ce qui était plutôt rare à l'époque. Par contre c'est pas réglable au niveau de la couleur, on a uniquement un rétro-éclairage blanc, mais ça fait quand même un très bel effet. Donc voilà la bête, il est vraiment massif, il pèse assez lourd comme ça, surtout quand on le tient un petit peu à bout de bras comme ça. Il est vraiment énorme et comme je disais, c'est plus du transportable que du portable. Je sais plus combien il pèse exactement, mais je crois qu'on n'est pas très loin des 4 kg. Donc maintenant, pourquoi je suis vraiment content de vous présenter cet ordi portable et de faire dans le futur une vidéo dans laquelle je vais sûrement le tester, le présenter plus en profondeur. La raison elle est simple, c'est que pendant de nombreuses années, j'étais obligé au quotidien d'être sur PC portable. Et notamment dans la période à laquelle c'était, donc de 2008 jusqu'à 2018, c'était assez compliqué d'avoir vraiment des bons PC portables qui soient capables de faire du jeu vidéo notamment, étant donné que c'était un de mes passe-temps principaux sur PC. Donc pourquoi je suis assez précis en vous disant que j'étais contraint d'être sur PC portable de 2008 à 2018, c'est tout simplement parce que je travaillais sur des bateaux de la Marine nationale, j'étais dans la marine. Et vous vous doutez que quand on est en mer, eh ben, on peut pas emmener sa tour, son bureau comme ça. Donc forcément, hein, tous les marins à bord étaient obligés d'avoir leur petit PC portable, pas forcément pour faire du gaming, hein, mais ne serait-ce que pour regarder des films, des choses comme ça, étant donné que les distractions que l'on peut avoir à bord sont quand même très limitées. Et si vous voulez, avant d'avoir cette machine-là, eh bien, j'ai eu un PC portable qui était un combo d'un Core de Duo en version portable, ainsi qu'une GeForce 8600M qui était juste abominable dans une utilisation gaming, donc on pouvait quand même faire un peu de jeux vidéo avec, mais c'était très fastidieux. Pour ceux qui veulent se donner une idée à peu près des performances que j'avais avec cette machine-là, vous pouvez regarder la précédente vidéo que j'avais fait sur un PC portable, qui était un laptop du coup avec un Core de Duo version portable, mais une 8600M GT, qui est plus ou moins la même chose que la 9600M GT. Au niveau des performances, c'était assez similaire. Et autant vous dire que c'était vraiment pas terrible. Donc ce premier PC portable, je l'avais acheté en 2008. Et arrivé en 2009-2010, j'avais changé pour un Asus ROG. Celui-ci, c'est pas exactement le même. Moi, c'était un Asus ROG de la série juste avant. C'était précisément un G63 ou 53. Et il reprenait exactement le même design. Au niveau de la configuration, c'était très similaire à celui-ci. J'avais juste un i7 de génération juste avant, donc la toute première génération de i7 sur PC portable. Et au niveau de la carte graphique, une génération juste avant, mais dans la même gamme, j'avais une GTX 460 en version portable du coup. Donc vraiment, ce PC portable-là m'avait vraiment changé par rapport au précédent que j'avais, qui était pas top, vraiment pas top du tout. Il faut savoir que le design de celui que j'avais reprenait exactement la même chose, à part quelques petits détails tels que la grille à l'arrière au niveau du refoulement, mais sinon tout le reste était identique. Et pourquoi donc je cherchais cette série-là de PC portable Asus ROG en particulier? Comme je vous l'ai dit, j'en ai eu un pendant de nombreuses années, donc de 2009-2010 jusqu'à que j'ai arrêté de naviguer sur les bateaux, donc ça a dû aller jusqu'à 2016 si je me rappelle bien, 2017 peut-être même. Et si vous voulez, c'est comme je le disais, un des seuls divertissements que l'on pouvait avoir à bord. Alors à côté de ça, je faisais beaucoup de sport aussi, j'avais quand même de quoi m'occuper, mais en gros, les seuls moments où je voulais me mettre dans ma bulle,
tranquille, et bah, c'était avec mon PC portable. Et du coup, surtout quand on est en mer et que si on a un problème sur un PC portable, bah, on n'a pas beaucoup de solutions pour pouvoir le dépanner. C'était un PC portable qui m'a jamais lâché, vraiment d'une fiabilité à toute épreuve. Au niveau du refroidissement, c'était intéressant pour l'époque, le refroidissement était plutôt bien, donc il chauffait pas énormément pour un PC portable de l'époque, je précise. Et il m'a vraiment servi d'exutoire pendant toutes ces années. Surtout que au moment où j'avais ce PC portable, c'est peut-être la période où j'ai fait mes missions les plus difficiles, plus une situation personnelle qui pour moi était assez compliquée. Je vais pas m'étaler sur YouTube là-dessus, mais en gros vraiment, il m'a servi d'exutoire pendant des années et pour ça j'en suis très content. C'est pour ça que dans ma collection, je voulais absolument en avoir un et je ferai une vidéo de test dessus pour vous montrer que c'était pas si mal. Alors même si celui que j'ai à l'heure actuelle, il est un peu plus performant que celui que j'avais, au niveau du processeur notamment, au niveau de la carte graphique, la 560 et la 460 sont relativement similaires, je précise, il y a quand même une différence, mais on est sur la même micro-architecture finalement, les 500 étant tout simplement un refresh des 400. Je dirais même plus précisément que les GTX 500 sont ce qu'auraient dû être les 400 au final, parce que c'est ma petite théorie, on va dire. Je pense vraiment que Nvidia a sorti les GTX 400 à la va-vite pour essayer de contrer AMD avec les excellentes Radeon HD 5000. Je pense vraiment qu'Nvidia avait été pris de court sur la génération 400. Donc voilà pour ce PC portable et j'ai vraiment hâte de vous le présenter dans un test en vidéo. Maintenant, une autre acquisition dont je suis plutôt fier, il s'agit d'une carte graphique, une Nvidia GeForce GTX 280. Elle a été commercialisée pendant l'été 2008. On est sur un GPU GT 200 de la microarchitecture Tesla 2.0. Il s'agit donc d'une amélioration de la microarchitecture des GTX 9000 qui elle-même était une amélioration de la microarchitecture des GTX 8000. Vraiment, la microarchitecture Tesla, Nvidia l'a poncé jusqu'au bout. Son GPU, il était quant à lui gravé en 65 nanomètres, composé de 240 cœurs CUDA avec une fréquence d'horloge de 602 MHz. Concernant la mémoire, on retrouve 1 Go de GDDR3 cadencé à 1,1 GHz sur un bus mémoire 512 bits. La carte que j'ai en ma possession, elle a été produite par Twintech. Elle reprend exactement le même design que les cartes Nvidia de base. En gros, ils ont juste collé l'autocollant Twintech pour que l'on voit apparaître la marque. Et je trouve que c'est une très bonne chose parce que j'adore le design des GTX 280 de référence. Elles ont vraiment une bonne gueule et surtout au dos de la carte on a une magnifique backplate qui est vraiment du plus bel effet et c'était quelque chose de très rare à l'époque. En tout cas je la trouve vraiment magnifique, je la trouve plus sympa que la deuxième que j'ai en ma possession qui est une version qui nous vient de POV et je la trouve vraiment assez moyenne parce que sur l'autocollant on a un espèce de gobelin qui a vraiment une sale gueule. Là je préfère largement cet autocollant avec les deux yeux verts, je trouve que c'est vraiment très sympa. En plus de ça elle est globalement dans un excellent état, il y a un petit peu de poussière et la seule chose que je lui reprocherais finalement c'est l'autocollant qui s'est décollé un petit peu par endroits. Il y a quelques bulles, alors je sais pas si c'est d'origine ou si c'est arrivé avec le temps, mais je trouve ça un petit peu dommage. La GTX 280 d'ailleurs, ça fait quelques temps qu'en vrai vous devez la voir dans mon décor. Elle est juste derrière et au niveau de son design je la trouve vraiment très réussie. C'est une des raisons qui font que j'aime beaucoup cette carte là et notamment la 280 parce que je crois qu'avec la 260 c'est les seuls à avoir une vraie backplate à l'arrière et qui est vraiment du plus bel effet sur ces cartes. Ceux qui suivent la chaîne le savent, j'ai déjà présenté la GTX 280. Donc pourquoi j'en ai pris une autre? Et ben, je pense que vous en doutez, tout simplement pour pouvoir faire du SLI avec deux GTX 280. Et le but, ça sera de comparer avec la version dual GPU de la 280, la GTX 295 que je possède aussi. J'avais d'ailleurs fait déjà une vidéo de test de la 295, mais j'avais pas pu l'opposer à un SLI de 2 GTX 280. Donc vraiment, je suis pressé de le faire. Et un autre point qui va être intéressant, c'est que en ayant 2 GTX 280, ça me permettra tout simplement, avec les autres composants que j'ai déjà dans ma collection, de faire le PC ultime de l'année 2008. Donc avec la toute première génération de processeurs i7 qui était arrivé en fin d'année 2008 et du coup les deux GTX 280, ça promet de faire vraiment une très grosse machine de la fin d'année 2008. Donc voilà pourquoi je me suis jeté sur cette carte quand je l'ai vue apparaître sur le Bon Coin, tout simplement parce qu'elle va me permettre de faire sûrement au moins 2 vidéos très intéressantes.
On passe maintenant à quelque chose d'un peu plus volumineux et avec une marque qui pourrait en surprendre certains. Il s'agit d'un boîtier de Mac. Alors c'est un Mac Pro G5 je crois. Mais je vais utiliser uniquement le boîtier. De toute manière, la tour à l'intérieur, elle est totalement vide. Le boîtier est pas en super bon état, mais en réalité, c'est pas très grave parce que je compte faire un modding complet de ce boîtier. Et j'ai déjà pas mal réfléchi de ce que j'allais faire, et en réalité, j'ai pas gardé grand chose de ce boîtier. C'est-à-dire que je pense garder sa structure, c'est-à-dire la structure avec les poignets. Mais par exemple, toute la partie en mèche, le fond du boîtier, je compte probablement enlever tout ça. On verra au fur et à mesure si c'est faisable. L'armature, ici, je compte la garder, mais il faudrait que je la retourne dans l'autre sens. Et le but, ce sera de garder cette vitre, qui a une forme un peu particulière, en plexiglas, mais que je trouve vraiment très cool. Et je pense que ça pourrait faire un boîtier vraiment atypique et très sympa. Mais ça demandera beaucoup de travail. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça ferait un boîtier avec pas mal de place. Et c'est un projet qui sera sûrement à faire sur le long terme, qui nous demandera sûrement plusieurs vidéos. Mais je pense que faire un gros modding là-dessus pourrait rendre un résultat très sympa. Ce qui va être surtout très compliqué, c'est que ce genre de boîtier n'est pas au standard ATX, donc il faudra tout adapter. Et surtout pour réaliser ce que j'ai en tête, pour l'instant je le garde pour moi, mais ça va demander quand même beaucoup de travail, donc je le ferai pas tout de suite parce que je suis pas en capacité. Surtout qu'il y a un autre problème, c'est que le boîtier est quand même pas mal abîmé, il y a pas mal de rayures parfois un petit peu profondes, et va donc falloir que je rattrape tout ça, sûrement avec du ponçage et une bonne couche de peinture. Donc ce boîtier de la marque Apple, je l'ai pris absolument pas pour la marque. D'ailleurs, la marque, je l'ai absolument en horreur pour différentes raisons. J'en parlerai un peu plus tard. Mais si je l'ai pris, c'est tout simplement que le design de ce Power Mac G5, à la base, quand il est sorti, donc au début des années 2000, et ce design, ils l'ont gardé quand même assez longtemps, je crois quasiment jusqu'à la fin de la décennie 2000, il faut quand même reconnaître que le design est plutôt cool, surtout à l'époque, il était plutôt avant-gardiste pour l'époque dans laquelle il est sorti. J'ai déjà une idée plus ou moins précise en tête de ce que je vais faire avec ce boîtier-là. Je vais pas vous révéler exactement ce que je compte faire, je le garde pour la vidéo ou les vidéos dans lequel je vais le faire, mais je vais vous donner quelques-unes de mes inspirations, plus précisément deux. En première, il y aurait le boîtier Fractal Design North, voire North XL parce que le boîtier est quand même assez grand, parce que je trouve le concept de mélanger un matériau aussi noble que ce que peut être le bois avec du hardware, le tout dans un design qui fait ultra moderne, j'adore ça, je trouve ça vraiment très beau. Et ma deuxième inspiration, ça vient d'un boîtier Thermaltake, je crois que le nom exactement c'est Tower 300. Je vous en dis pas plus, vous verrez quand j'attaquerai le projet. En revanche, je vous préviens, ça va pas être tout de suite parce que à l'heure actuelle, à l'endroit où je loge, j'ai pas du tout la possibilité de faire du bricolage comme je le voudrais. Donc il faudra attendre encore un petit peu. Maintenant, je profite que ce boîtier nous vienne d'Apple pour parler un petit peu de la marque Apple parce qu'on m'a déjà mis en commentaire si je comptais faire des tests de vieilles machines Apple. Bien que j'aime pas du tout la marque, ça veut pas dire que je le ferai jamais, c'est tout à fait possible que je teste des vieux PC Apple parce que pourquoi pas tout simplement, mais aussi parce que même si j'aime pas la marque, en général il y a quand même des choses intéressantes à dire au niveau hardware et surtout au niveau du design des machines qui est quand même un des points forts d'Apple, on va pas se mentir, c'est souvent assez recherché et c'est surtout des designs qui sont quand même plutôt dans la sobriété, qui sont plutôt classe, là où généralement du côté des PC gamers, on le voit notamment de nos jours, où je trouve que c'est vraiment dans l'excès et c'est pas du tout le genre de design que moi j'apprécie forcément. Typiquement quand je pense à ça, si on regarde les composants de la marque Aorus, c'est trop quoi, c'est du trop pour du trop, ça fait, je trouve que ça fait vraiment design un peu kikoulol, RGB, et pas très mature finalement. Mais bref, revenons à la marque Apple. Alors ce qui me dérange en général, c'est le premier point, c'est qu'ils vendent leurs machines à des prix que je trouve exorbitants par rapport à ce qu'ils proposent au niveau hardware. Alors je sais, on va me dire oui, mais il y a le côté software, etc. si vous voulez. Mais ce serait trop simple de vous dire que ça se limite à ça. L'autre point, et qui est peut-être plus important, c'est une question idéologique. Alors, va falloir que je vous contextualise un petit peu tout ça. Mais en gros, dans les années 80 et le début des années 90, la marque Apple se positionnait en marque un petit peu outsider et surtout en marque qui est là pour casser
ce que l'on pourrait appeler le monopole de Microsoft et du standard PC, IBM PC. Donc pour le contexte, je vous rappelle que à la base, ce que l'on appelle des PC de nos jours, que ce soit pour Apple ou les PC classiques comme ça, à la base, c'était pas du tout une appellation générique. L'appellation générique, on parlait tout simplement de micro-ordinateur. Et après, quand on parlait de PC, on parlait du standard IBM PC. Quand on avait un PC Apple, on disait pas que j'ai un PC Apple, on disait j'ai un Mac. Comme on disait par exemple pour d'autres standards qui ont existé, il y avait Amiga par exemple, on disait j'avais un Amiga, il y avait Atari aussi avec les Atari ST, bref, tout ça c'était des standards différents et que l'on réunissait sous l'appellation tout simplement micro-ordinateur ou micro-informatique. Pourquoi micro? Parce que à l'époque, et même toujours de nos jours, en vrai, ce que l'on devrait appeler un ordinateur, c'est tout simplement un gabarit qui est énorme. Ce que l'on a chez nous, c'est des micro-ordinateurs, pas des ordinateurs. Mais bref, ça c'est simplement les abus de langage dans le hardware. D'ailleurs, ça pourrait faire une vidéo intéressante dans laquelle j'en parle. Mais bref, Apple se positionnait vraiment comme une marque qui était là pour casser le monopole de ces marques-là et le dénoncer notamment dans son marketing. Surtout par exemple avec une pub très célèbre d'Apple dans laquelle on voit une femme qui vient briser un écran ou du moins une projection sur un écran et qui fait beaucoup penser au monde d'Orwell avec une dictature et des gens qui sont contrôlés par cette dictature. Le message à l'époque était clair, c'était tout simplement pour dire il ne faut pas qu'il y ait le standard IBM PC et avec système d'exploitation Microsoft. J'ai envie de dire pourquoi pas, sauf que avec le temps, eh bien, la marque Apple, elle s'est pour moi totalement fourvoyée là-dessus. C'est-à-dire que maintenant Apple impose son standard, c'est-à-dire au niveau de ses PC. C'est-à-dire qu'on a des composants que l'on peut changer, mais uniquement avec des compatibilités Apple, ce qui fait qu'on est obligé de passer par Apple si on veut changer des composants, si on en a qui sont tombés en panne par exemple. Mais au niveau du système d'exploitation, c'est pareil. Apple a quand même une certaine mainmise sur ce qu'il est possible de faire avec ses machines, notamment donc via son système d'exploitation et surtout, on va dire, le catalogue de programmes compatibles. Alors, depuis quelques années, il y a un peu plus d'ouverture qui est fait de la part de la marque à la pomme, mais il faut quand même reconnaître que ça reste relativement compliqué. On ne peut pas tout faire avec un PC Apple, du moins c'est un peu plus compliqué qu'avec les PC classiques Windows, voire même Linux, sur lequel on peut quasiment tout adapter. Mais pas seulement, il y avait aussi au niveau de la connectique, il y a vraiment Apple qui fait du lobbying pour avoir sa connectique propre, de manière à ce qu'il y ait pas mal de choses qui ne soient pas compatibles. On le voit, alors c'est un autre débat au niveau des téléphones portables, on le voit au niveau de la connectique des téléphones portables, il y a pas mal de problèmes, l'Europe a imposé des choses, je vais pas refaire le match, mais ça se faisait déjà à l'époque sur PC, sur les Macintosh du coup, par exemple le G5 que je vous présente au niveau de la connectique, il y avait Apple qui avait essayé d'imposer son standard avec les câbles Firewire, je crois que c'était l'appellation, je sais plus si c'était ça, je le confirmerai à l'écrit dans la vidéo, au montage. Mais voilà, il y avait déjà vraiment une volonté d'imposer une certaine connectique. D'ailleurs, au niveau des composants, et c'est ça qui va m'embêter dans le PC G5, c'est que pareil, ils se refusent à utiliser le format standard ATX que l'on retrouve dans tous les PC. Donc finalement, Apple, on pourrait dire que c'est devenu l'extrême opposé de ce qu'il dénonçait à la base dans les années 80-90. Donc voilà pour les deux choses qui me dérangent vraiment avec Apple. Je résume, mais en gros, les prix que je trouve exorbitants par rapport à ce qu'ils proposent. Ma femme, par exemple, qui avait acheté un ordinateur Apple en 2015, elle l'avait payé 1000 € pour un pauvre i5 et un disque dur, même pas, enfin un SSD qu'on peut même pas changer en 128 Go, quoi. Enfin, c'est déconné. Bref, ça, c'est vraiment abusé. Et le fait que là où ils se positionnaient, on va dire, en esprit libre, en freedom warrior de l'informatique, et ben finalement, ils sont eux-mêmes devenus la dictature qu'ils dénonçaient à l'époque. On passe maintenant à l'autre gros morceau de cette vidéo. Il s'agit d'un vieux PC qui est vraiment pas reluisant. Il y a pas mal de rouille. Mon but, ça va être d'essayer de le restaurer, mais il va y avoir beaucoup de travail. Je l'ai eu, il me semble, pour 5 à 10 €. Il est complet normalement à l'intérieur. Par contre, vu qu'il a l'air d'avoir été stocké dans des conditions catastrophiques, je vais clairement pas prendre le risque d'utiliser les composants à l'intérieur. De toute manière, vu certains autocollants qu'il y a sur le boîtier, ça a l'air d'être un truc vraiment bas de gamme, plutôt orienté bureautique. On va maintenant voir ensemble qu'est-ce qui se cache à l'intérieur.
Oula, c'est cracra là-dedans. Ouais, ça a l'air d'être plutôt du bas de gamme. Voilà l'intérieur, et vous le voyez, hein, visiblement, il a pris l'eau, cet ordi. Il y a beaucoup de poussière. J'ai passé un petit coup de nettoyage sur l'étiquette de la carte graphique pour voir de quoi il s'agissait. La carte graphique, c'est donc bien une Nvidia GeForce 9400 GT. C'est vraiment, même au moment de la sortie de ce PC, quelque chose qui est plutôt entrée de gamme et qui est vraiment fait plutôt pour faire de la bureautique qu'autre chose. Regardez-moi cette rouille, vraiment, si je retapais ça, j'ai du travail qui m'attend. Et pour le processeur, à mon avis, on est sur la génération des Pentium 2, donc en socket 775, et j'ai vu coller une étiquette comme quoi il s'agissait simplement d'une gamme Pentium, donc on n'est même pas sur des corps de duo. En tout cas, vu comme ça a l'air d'avoir pris l'eau, je vais clairement pas prendre le risque de brancher ça. Avec l'oxydation et tout ce que l'on a pu avoir, j'ai peur de cramer quelque chose. Surtout que regardez ça, à l'arrière, ça n'a pas l'air d'être beaucoup mieux. Et surtout au niveau de la lime, à mon avis, la lime, elle doit être complètement oxydée. Elle a dû prendre l'eau il y a sûrement longtemps de ça. Mais ça donne pas du tout envie d'essayer de démarrer cet ordinateur-là. Je pense que toute la config que l'on a à l'intérieur, ça va aller poubelle. Je vais donc simplement essayer de restaurer le boîtier, sûrement pour me refaire un vieux PC de génération décennie 2000. Je vous montre maintenant l'avant et regardez ça, on a quelques lecteurs. On a un autocollant qui vient sûrement de la boutique qui a monté ce PC. Donc Atout PC, donc je l'ai trouvé à La Réunion, c'est peut-être une ancienne boutique qu'il y avait à La Réunion. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et si on va plus bas, regardez ça, on a du mesh de partout, on a le bouton on-off, ici on a le badge pour les processeurs Pentium. Bref, ce PC il est vraiment pas tout jeune, en plus il a été stocké dans des plutôt mauvaises conditions vu la rouille qu'il y a. Mais j'aime bien ce boîtier d'ailleurs, d'une certaine manière, il me fait un petit peu penser au boîtier Apple que l'on a vu juste avant. Donc pour le dernier élément de cette vidéo, on est vraiment sur un PC qui est en très mauvais état, mais c'est voulu, je vous le précise. Le but c'est de faire des vidéos un petit peu restauration avec ce PC là. Comme ça, si ça vous plaît, j'essaierai de le refaire. Mon but, ce sera que, justement, ce sera un petit peu comme pour le boîtier Apple. Dans la future maison dans laquelle je compte m'installer, je compte avoir un vrai atelier qui me permettra de faire ce genre de choses. C'est pour ça que ça va être des projets à plus long terme. Mais je pense que ça serait vraiment intéressant. D'autant que je compte pas faire une simple restauration pour le remettre en état. Je compte faire un petit peu comme le boîtier Apple, faire du modding PC pour avoir un truc qui fasse vraiment très sympa, avoir un rendu qui fasse beaucoup plus moderne. Et je vous avoue qu'au moment où je tourne ces images, j'espère que j'arriverai à avoir des bons résultats, parce que du gros modding PC, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait. Donc j'espère vraiment réussir à avoir quelque chose qui sera pas mal, notamment pour le boîtier Apple, parce que si c'est vraiment réussi, si j'arrive vraiment à avoir le résultat que je compte avoir, ça sera sûrement le boîtier dans lequel je mettrai ma configuration principale. Mais pour revenir du coup à ce vieux PC là, vraiment il n'y a pas grand chose à garder, toute la config à l'intérieur elle va dégager. Au niveau du boîtier, ce que je trouve vraiment intéressant et pourquoi j'ai sauté sur l'occasion en voyant ce boîtier là, c'est qu'il est entièrement fait de mesh. On peut pas mettre des ventilos de partout, mais via impression 3D, etc., je compte vraiment pouvoir faire quelque chose de sympathique et faire un boîtier qui sera très bien aéré à l'intérieur. Donc vraiment, j'ai hâte de pouvoir me lancer dans ces projets des deux boîtiers. Du coup, il y aura une grosse partie DIY dans ces vidéos, parce que j'en fais quand même pas mal à côté, notamment via de l'impression 3D, mais là, il y aura aussi d'autres choses. C'est assez frustrant pour moi de ne pas pouvoir attaquer de suite, donc va falloir être patient et attendre un petit peu que je puisse vraiment faire tout ça. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Même si j'avais pas beaucoup de choses à vous présenter, j'ai essayé de prendre un petit peu plus mon temps pour développer pourquoi j'ai acquéri ces choses-là et quels vont être les projets derrière. Donc j'espère que ça sera des projets qui vont vous intéresser. Quoi qu'il en soit, eh bien, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la description, je mets toujours plein de choses. Il y a notamment les soutiens de la chaîne que sont le site PC Boost. Il y a aussi le site overclockingpc.eu et bien entendu le sponsor de la chaîne qui propose des clés CD Windows. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous trouverez aussi le lien Linktree vers les réseaux sociaux, la boîte mail, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. On arrive donc à la fin, donc prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.